Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Cancéro, le podcast santé qui aide les patients atteints de cancer à devenir acteurs de leurs soins. Je suis Abigail, pharmacienne d'officine, et ma mission ici est de favoriser le partage d'expériences autour des parcours de soins cancer, le partage de témoignages entre patients et véhiculer une information de qualité pour les patients atteints de cancer ou en rémission, ainsi que pour leur entourage, les aidants, les accompagnants. Pour ce faire, j'accueillerai à mon micro des patients qui ont pour point commun l'envie de partager leur expérience et leur histoire dans le but d'aider les autres. J'accueillerai aussi des experts, des professionnels de santé, des associations, car je suis convaincue qu'un patient bien informé est un patient qui sera plus facilement acteur de son parcours de soins dans le but d'améliorer sa qualité de vie. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à recommander le podcast Cancéro à d'autres patients qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre un avis et une note sur les plateformes d'écoute afin de rendre Cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Mille merci et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Véronique. Bonjour Abigail. Bonjour Christelle. Bonjour Abigail. Bonjour Benoît. Bonjour Abigail. Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast Cancéro. Merci pour votre présence et merci pour votre temps. En plus, je suis très honorée de vous recevoir ici à la médiathèque de Reims. Vous venez de loin, vous venez de Belgique. et vraiment, je suis très touchée que vous ayez fait le déplacement pour le week-end, pour l'interview avec moi. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci. Merci également. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter pour les auditeurs qui nous écoutent? On va démarrer par toi, Véronique. Voilà, si tu veux bien te présenter en quelques mots. Et après, on va voir ensemble ton parcours de soins, qui est très très riche. Oui, il est riche. Alors, qui suis-je? Véronique, c'est pas une nouveauté. Véronique, je suis grand-mère depuis peu. Un petit soleil dans ma vie. Ben oui, hein, je suis une grande expérimentatrice du cancer. C'est un peu tout. Il y a plein de choses à dire, mais c'est l'essentiel aujourd'hui, en fait. Voilà. Et très heureuse d'être ici. Merci. Alors, Christelle, si tu veux bien te présenter en quelques mots. Voilà, je m'appelle Christelle. Je suis maman de 2 grands garçons. Et je suis la compagne donc, de Benoît, qui se présentera après. J'ai beaucoup de chance d'être sa compagne et j'ai également beaucoup de chance d'être l'amie de Véronique. Voilà. Et Benoît. Et voilà, et donc le dernier de la bande, donc Benoît. Je suis le compagnon effectivement de Christelle. J'ai de la chance également énormément, et je suis également l'ami depuis plus de 30 ans, hein, on ne va pas trop exagérer, mais de Véronique. Voilà. Eh bien, merci pour cette présentation. Ce que je trouvais intéressant, donc je vous ai convié aujourd'hui autour de la table, c'est pour toi, Véronique, pour ton parcours de soins, et puis aussi pour le fait que vous êtes amis depuis longue date, et vous faites partie intégrante en fait du parcours de soins de Véronique en tant qu'accompagnant. Et ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant qu'on en discute aujourd'hui, parce que c'est vrai que on se rend compte que les accompagnants peuvent prendre une grande part ou au contraire se mettre en retrait, et voilà, on n'est pas toujours à l'aise avec le sujet, et je trouvais que c'était très intéressant de pouvoir en discuter aujourd'hui. Alors, on va commencer par le début. Alors Véronique, est-ce que tu veux bien nous raconter ton parcours de soins? Oui, bien sûr, évidemment. Avant de commencer le parcours de soins, j'aimerais quand même mettre un point d'honneur à une personne qui est très importante dans ma vie. C'est mon fils.
qui, mais pour moi, est une évidence. Et peut-être que je n'en ai pas parlé en me présentant, mais je pense que si je n'avais pas ce moteur qu'est mon fils, et maintenant le papa de mon petit-fils, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Puisqu'au début, ce cancer était un, entre guillemets, je n'aime pas dire ça, et ça me vexe quand quelqu'un me dit c'est un simple cancer du sein. Tout d'abord, il n'y a aucun simple cancer, il y a le cancer, point, et puis avec ce qu'il devient par la suite ou ce qu'il ne devient pas. Donc au départ, c'était un parcours, c'était un cancer du sein. Voilà, avec une opération prévue et peut-être après, en fonction des résultats et de ce qu'on découvrait en ouvrant, peut-être de la radiothérapie, peut-être de la chimio. Et puis j'ai eu droit au package, au gros package. J'ai eu droit au maximum de la chimiothérapie et puis au maximum de la radiothérapie. Et donc ça, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Pour c'était resituer. Oui, en 2012. Voilà. En 2012, oui. Oui, je venais d'avoir 50 ans. C'était mon gros cadeau. Et tout ça s'est très, 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 très bien passé. Et très rapidement, en fait, j'ai été prise en charge par une structure qui s'appelle chez nous en Belgique la clinique du sein. Une clinique du sein, c'est un groupement de professionnels qui encadre la personne qui a un cancer du sein, puisque ce ne sont pas que les femmes qui sont concernées par le cancer du sein. Tout s'est très bien passé. On m'a proposé aussi des ateliers, des ateliers bien-être, des ateliers créatifs, importants. J'ai tout accepté. Et j'ai pu constater que très rapidement, j'ai lié des amitiés avec des personnes tout à fait improbables qui venaient d'endroits totalement différents de Belgique. Et ça m'a aidée aussi énormément. Pendant cette période-là, vous étiez déjà là, Christelle et Benoît, vous étiez déjà là. Et que dire encore? Mais que la chimio a été une grande découverte, un grand bouleversement. Mon corps a été traversé par quelque chose de tout à fait méconnu. Très vite, je me suis retrouvée alitée. Mais il n'était pas question que de ça. Donc il a fallu se battre contre ces produits et sortir de là au plus vite. Donc j'ai eu mes 6 chimios. C'était costaud aussi, perte de cheveux, ulcère à l'estomac, afte dans la bouche, tout ce qu'on peut connaître de la chimio. J'ai eu infection respiratoire, la perte des ongles, tout. Oui, tu as eu tout. énormément d'effets secondaires. Énormément, des taches sur la peau, vraiment énormément. C'est une réalité. Alors au départ, on ne le sait pas, mais il faut y aller, quoi. Faut y aller. Puis il y a eu la radiothérapie avec ses effets secondaires aussi, qui ne sont pas que la brûlure de la peau. Il y a plein d'effets secondaires. De nouveau, cette fatigue qui s'ajoute à la fatigue, de la fatigue. Et puis, toujours cette vision du futur, se dire, mais voilà, je fais tout ça, c'est pour après retrouver la vie. Alors, quelle vie, on ne sait pas. Au début, on se dit, je vais reprendre la vie comme avant. Sauf qu'on n'est jamais plus comme avant, émotionnellement, psychologiquement et physiquement. Moi, c'était un cancer du sein avec une tumorectomie, donc on a quand même enlevé une partie du sein. Donc plus jamais je n'aurais été la même de toute façon. Défigurée, clairement défigurée. Et alors j'ai fait appel à la chirurgie réparatrice, comme on dit. Elle a réparé pas mal de choses et elle a détruit d'autres choses. J'ai eu une perte de mobilité des épaules déjà à l'époque, de la main, du sein qui avait été opéré. Et puis voilà, je me suis dit que c'était fini et que j'étais grande gagnante. On a fait une grande fête, un grand lancer de lanterne japonaise. Christelle et Benoît étaient présents aussi, c'était magnifique. Toutes les personnes qui avaient été présentes d'une manière ou d'une autre ont été conviées. Et il y avait une 50aine de lanternes blanches lancées dans le ciel. C'était vraiment un beau moment. Et là, je me suis dit, voilà, c'est fini, j'ai gagné. C'était combien de temps ton parcours de soins là? 9 mois. Et 1 an et demi après,
on me découvrait des métastases. J'étais en plein traitement d'hormonothérapie à l'époque, et donc rien ne pouvait laisser supposer que cette chose allait recommencer. Et alors depuis lors, le cancer s'est métastasé sur la colonne vertébrale, sur les épaules, et puis ici, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, sur le thorax. Le sternum. Le sternum, ouais. Et là, voilà, depuis lors, j'ai eu droit à tous les médicaments qui existent, tous. J'ai même fait partie d'un COBE, d'un nouveau médicament qui existe à l'heure actuelle en Europe, qui est une vraie cochonnerie, pire que la chimio, qui n'a pas encore fait entièrement ses preuves, je trouve, puisqu'on a dû l'interrompre. J'ai fait une intoxication aux médicaments, et c'est là où je me suis retrouvée au mois d'août 2022 en chaise roulante. C'était un essai clinique Non, l'essai clinique est terminé, le médicament est sur le marché, mais pour moi, il n'est vraiment pas concluant du tout. Oui. J'ai appris que chaque patient qui a commencé ce traitement n'a jamais pu arriver à la fin du traitement. Voilà. Ça, c'est une nouvelle que j'ai reçue à ma dernière chimio il y a 15 jours. Et alors après, c'est vrai que sur ces traitements-là, c'est vrai qu'il y a des remontées de pharmacovigilance qui existent, et je pense que ton médecin, ton oncologue ont bien sûr déclaré tout ce qui n'allait pas en termes d'effets, parce que ça, c'est très important de le remonter. Et après, ça participe aussi à est-ce que le médicament reste sur le marché ou pas. Parce qu'en effet, des fois, on découvre des choses après coup, et ça nécessite d'interrompre la mise sur le marché du médicament. Oui, c'est effectivement un médicament pour lequel le patient doit donner un accord. Hein. Là, on est bien d'accord. On est bien d'accord là-dessus. Et j'ai donné de toute façon, à chaque traitement, l'oncologue me demande si je suis d'accord. À chaque récidive, l'oncologue me demande si je suis d'accord de continuer à me soigner, même si je ne sais pas, hein, tout compte fait, moi je ne sais pas, je peux encore avoir 30 ans de vie devant moi, je peux en avoir 20, je peux en avoir 10, je peux en avoir 5, je peux en avoir une année, j'en n'en sais rien, mais la vie est là, donc tant qu'elle est là, on y va. Que te disent les médecins, justement, c'est... Qu'on n'est pas dans un scénario catastrophe et qu'on peut continuer. Et mon médecin, mes deux médecins, donc mon médecin généraliste et mon oncologue, sont très clairs aussi, et je leur ai dit dès le départ, dites-moi la vérité. Et je veux savoir la vérité. Et mon oncologue m'a encore dit dernièrement, voilà, on n'est pas dans un scénario catastrophe, on est dans un cancer qui évolue. J'ai un deuxième cancer en fait depuis 1 an. D'accord. Un deuxième cancer s'est déclaré. Donc on n'est pas du tout dans ce scénario où aïe au secours, non, on continue quoi. Un deuxième cancer sur un autre organe ? Sur l'autre sein. Sur l'autre sein ? Sur l'autre sein. D'accord. Métastasé au ganglion axillaire. D'accord. En plein traitement. Et donc là, ça a modifié tes traitements ? Qu'est-ce qui s'est passé On a repris une chimiothérapie par, comment on appelle ça ? Injection. Oui. Donc on a posé aussi un porte-à-4 maintenant pour pouvoir avoir cette vision long terme de traitement. Bien sûr. Voilà. Et de ne plus chaque fois piquer dans les veines qui deviennent de plus en plus rares aussi. Parce que ça, dès le début, on te l'avait pas... On me l'avait proposé, bien sûr, et moi j'ai refusé parce que j'étais convaincue de guérir. Oui. Voilà. D'accord. Mais là, au bout de quelques temps, le confort est important, et le porte-à-4, même si le porte-à-4 a aussi des effets, il y a aussi là une perte de mobilité, il y a une perte de... Oui. Ça nécessite aussi des attitudes différentes dans la vie, même dans mes soins corporels, faire attention, toujours attention, faire attention de ne pas avoir d'infection. C'est une autre vie, hein. C'est une autre vie. C'est chaque fois une autre vie. Chaque récidive amène à une autre vie. Chaque récidive demande des efforts. Chaque récidive demande une adaptation. Tout le temps.
Et là tu as déjà eu beaucoup de lignes de traitement. Ouais, tu les comptes plus à force. Non, je ne sais plus. Je pense que je suis à mon septième traitement. Différent. D'accord. Oui, je pense. Et comment tu le vis ces 10 années quasiment 10 années de traitement? Au final, sur 10 ans, il y a eu une année et demie où tu n'as pas été en traitement? Non. Non, pas. Oui, il y a eu. Si, j'étais en traitement sans être en traitement. Si, non, puisque directement après l'opération, il y a eu la chimio, puis la radiothérapie, et puis l'hormonothérapie. Si, tu étais sous hormono, donc 10 années de traitement continu. Ça fait 10 années de traitement continu. J'ai juste arrêté quelques mois au mois d'août, puisqu'il y avait cette intoxication aux produits. Là, on a été obligé d'interrompre et de laisser le corps Bien sûr. se purifier un petit peu. Et puis hop, reprendre vite autre chose. Et voilà. Donc oui. Mais on vit avec, hein. On vit fort différemment, mais je vis. Et je pense que je suis assez vivante. Je pense que je suis assez vivante. Effectivement. Je confirme. Avec mes coups de gueule, avec mes grands coups d'émotion, je pleure, je ris. Et quand je pleure, je pleure plus fort qu'avant. Quand je ris plus fort qu'avant. Mais je pense et je pense qu'à chaque récidive, en fait, il y a un moment très difficile où j'ai peur et où je me demande si c'est encore vraiment, ça vaut encore le coup de me battre. L'espace de, je sais pas, 24, 48, 72 heures. Et puis après, je dis des gros mots. Je chante des noms d'oiseaux et puis j'y vais, j'y non, quoi. C'est pas cette saleté-là qui va m'avoir. Et puis j'imagine que tu penses à ton fils. Et je pense, et je peux pas faire ça. Je peux pas faire ce coup-là. Enfants. Je pense à mon fils, je pense à mon petit-fils maintenant, mais je pense à mes amis. Je peux pas faire ça à mes amis. Je peux pas. Ils sont là à côté de moi, ils me soutiennent. Ce serait vraiment, mais vraiment malhonnête et ce serait méchant. Ce serait pas les respecter que de ne pas me battre. Je peux pas faire ça. En même temps, après 10 ans, on peut comprendre aussi un sentiment de lassitude et une envie, qu'on nous foute la paix, qu'on nous laisse tranquille. Il y a que toi en tant que patiente qui peut savoir à quel point c'est difficile et lourd. Oui, et envie de vacances, pas de vacances de partir, de vacances de traitement. Et ça, c'est une notion, je pense, une notion que compréhensible par mes proches, que ce soit mes amis, mon fils ou les aides familiales. Je fais appel à des aides. Je pense que c'est une notion qui ne peut être comprise que par ces personnes-là. Parce que vacances, c'est quoi les vacances? C'est partir, c'est ou rien faire. Mais moi, je fais pas jamais rien. Ça n'existe pas, puisque je suis toujours en traitement et que je dois tout le temps faire attention à tout. Attention aux microbes, attention à une coupure, attention à un aliment que je ne vais pas supporter à cause des traitements, attention à mon agenda, attention à ma fatigue, attention aux blessures musculaires. Donc moi, les vacances, ce serait 3 semaines sans rien, et ça, ce serait des vacances. Tu as des rendez-vous médicaux tout le temps, toutes les semaines? T'as pas une semaine sans rien? Non, ça n'existe pas. Non. Pour venir ici à Reims, j'ai demandé l'autorisation à l'oncologue et on a étiré un espace entre 2 traitements pour venir. Oui, non, mais c'est important de le dire parce qu'on ne se rend pas toujours compte de la réalité au quotidien. Et après, si c'est trop dur, tu n'hésites pas à me dire si tu ne veux pas en parler. Non. Mais justement, tu es passé par des moments très, très difficiles dans ton parcours de soins où ta qualité de vie a été très, très altérée. Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu au plus dur de l'épreuve ce
ce qui se passait pour toi et tes répercussions au quotidien? Le plus difficile. Au risque de me répéter, je suis une personne active, très active. J'ai toujours eu soit des activités seule, la marche, je marche énormément, énormément. Dans ma ville, on m'appelle la petite dame qui marche. Ah, c'est vous la petite dame qui marche? Oui, qui marchait, qui marchait. C'est faire la fête, c'est participer à des activités, c'est la créativité, faire de mes mains. Ce que je faisais aussi énormément, c'était redécorer mon intérieur, pendre des cadres, refixer de nouvelles tentures. On ne peut imaginer que, mais peut-on imaginer que même ça, à cause de traitements, on ne sait plus le faire? Cuisiner, il y a des jours, des semaines où je suis incapable de cuisiner, mais parce que se tenir debout, c'est horriblement douloureux, c'est fatigant. Je suis une gourmande et une gourmet aussi. Et là aussi, la vie est altérée parce que je ne sais plus manger ce que je veux. Soit c'est la digestion, soit des intolérances alimentaires se sont développées. Et voilà. J'étais une grande lectrice, mais la concentration est devenue compliquée. J'étais conteuse. Ma mémoire est altérée, j'ai perdu une liste incroyable de vocabulaire. Donc oui, ma vie est complètement altérée, tout à fait, mais c'est pas grave, hein, ça. J'arrive, et les moments les plus durs, c'est ça, et ça reste les moments les plus durs. C'est de ne plus pouvoir être ce que je suis au fond de moi. C'est de trouver, mais comment puis-je être ce que je suis sans pouvoir faire ce que je pouvais faire avant? Donc c'est vraiment d'une grande phrase extraire un mot. Ma vie, c'est ça. Tout ce que je pouvais faire, eh bien, je vais en tirer une seule microscopique chose et l'embellir. Est-ce que je réponds à la question? Mais au plus dur, c'est ça, le plus dur, et ça reste le plus difficile. Et au plus difficile, c'était les moments où j'étais dans mon divan, à ne pas savoir me lever de mon divan, me dire, tiens, il y a combien de mètres entre le divan et les toilettes? La nuit, être seule la nuit, me dire, Véronique, vas-y, quoi, tu es toute seule, t'as pas le choix, faut y aller, te laisse pas aller. Les moments où j'ai des malaises, puisqu'il y a des malaises avec les chimios, me dire, allez, t'es toute seule, mais tu dois y arriver, quoi. Passe au-dessus du malaise vagal, tu sais ce qu'il faut faire, c'est pas grave, faut pas appeler les secours, tout va bien aller, quoi. Tout va bien aller. Ça, ce sont les moments les plus difficiles et qui reviennent régulièrement. Tu peux nous parler de la place de l'activité physique dans ton quotidien? Je me suis fixée, j'ai un podomètre, et donc je me suis fixée une moyenne de 1700 pas quotidiens. Voilà, et donc j'essaye de sortir tous les jours de chez moi. J'habite en appartement, premier étage, sans ascenseur. Et quoi qu'il en soit, je me fixe ces 1700 pas par jour. Alors quand je peux plus, c'est génial, hein, je fais des bonds incroyables. Mais prendre l'air en tout cas. Prendre l'air, sentir l'air sur mon visage, respirer l'oxygène de l'extérieur et pas l'oxygène de l'appartement. Ça, c'est mon exercice physique. Respirer. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est que de pouvoir respirer, mais c'est un exercice physique en soi. Respirer par le ventre, respirer par le thorax. Ça appelle des muscles différents. Puis il n'y a pas que les muscles, il y a le cerveau, donc c'est faire cette gymnastique cérébrale aussi. Alors, pour ma gymnastique cérébrale, quand je ne sais pas lire, je regarde des émissions télévisées avec des jeux qui font appel à ma mémoire, comme une petite vieille en fait.
Oui, c'est comme ça que tu essayes c'est comme ça. d'exercer le cerveau. Oui, le cerveau, les muscles, quels qu'ils soient. Et du coup, tu étais une grande marcheuse avant tes traitements. Tu faisais combien ? Mais je n'en sais rien, je faisais énormément. Tu mesurais pas ? Jamais, j'ai jamais mesuré. J'ai jamais eu de véhicule et j'aime pas trop les transports en commun. Quoique avant, j'habite dans une petite ville à côté de Bruxelles et régulièrement, je descendais à pied à la gare et puis je prenais le train. Hop, Bruxelles, je passais toute la journée à Bruxelles, je marchais à gauche, à droite, je revenais le soir, il était 19h, 20h, 21h en fonction de la saison. Donc, je ne sais pas, moi, combien je marchais comme le petit lapin du Racel. Je marchais comme le petit... Parce qu'on sait à quel point c'est important l'activité physique aussi pour réduire la fatigue, pour limiter les effets secondaires des traitements. Et je rajoute, et ça j'ai appris ça, pour dynamiser les globules blancs, qui sont vraiment qui sont vraiment les anticorps, enfin, qui de toute façon, il n'y a que des effets positifs à l'activité physique, ça c'est... Et alors marcher, c'est formidable parce qu'il y a un outil qu'on utilise, c'est la langue. Alors, on rencontre les gens et on parle. On parle. Maman me disait toujours, tu parlerais à un chien avec un chapeau. Mais c'est vrai. Voilà. Et du coup, tu es seule à ton domicile. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça, parce que c'est pas facile quand justement on a des effets secondaires qui sont très très présents pendant les traitements, qu'on est seul au domicile. Qu'est-ce qu'on met en place pour Il y a eu une évolution, parce que lors du premier diagnostic, mon fils vivait avec moi. Il était en partie à la maison, en partie chez son père. Donc, mais il était à la maison, donc j'avais une semaine sur 2, une présence même la nuit, et c'était quand même très rassurant. Là, à l'heure actuelle, j'habite toute seule. Et qu'est-ce qu'on met en place ? Eh bien, on met en place plein de choses. Qu'est-ce qu'on met en place ? Mais tout d'abord, naturellement, c'est créer une solidarité entre les amis. Mon fils n'habite pas à côté de chez moi, donc on se voit, mais pas aussi souvent qu'avec mes amis, puisqu'il habite à 35 km et que mes amis habitent à 3, 4, 5 km. Donc il y a une grande différence, pas faire la même chose. Et il y a cette solidarité qui s'est installée assez naturellement, je pense, il me semble. Et puis un moment de grande difficulté physique où j'avais radiothérapie dans la colonne vertébrale. Je ne tenais plus debout, c'est excessivement douloureux, dans les lombaires, c'est excessivement douloureux. Et Benoît, qui est ici présent, m'a dit mais il faut créer un groupe WhatsApp parce que il faut qu'on vienne cuisiner chez toi. Et ça a été le démarrage, après X années de traitement. Et chouette, l'évolution des réseaux sociaux, ça c'est vraiment génial, ça c'est vraiment aussi génial. Mais voilà, il y a eu ça qui s'est mis en place aussi, mais il y a plein d'autres choses. Il y a les aides familiales, j'ai une aide ménagère qui vient nettoyer, des infirmières, il y a pas mal de choses. Il y a quelquefois la kiné aussi se déplace jusque chez moi. Puisqu'il y a des moments où c'est compliqué de marcher, donc elle se déplace. C'est pas mal quand même. Bon du coup, on va passer un petit peu la parole à Christelle et Benoît, parce que là c'est vrai que c'est particulièrement intéressant. On est dans le cas de figure d'une patiente qui est seule à son domicile, qui a un parcours de soins qui est très lourd. Quel regard vous portez sur le parcours de soins de Véronique, et quelles sont les aides au quotidien que vous mettez en place pour l'aider ? Ce que je voudrais peut-être d'abord dire, moi c'est en tout cas, c'est vrai qu'on a parlé du groupe WhatsApp, la première chose que j'ai constatée, c'est la difficulté que Véronique avait
systématiquement, et je dis bien systématiquement, de demander quelque chose. Parce que demander une fois un coup de main, ça va. Demander 2 fois, ça peut aller. Mais à partir du moment où ça devient très récurrent, ça devient gênant pour la personne. Et c'est ça que j'ai compris assez vite par rapport à Véronique. Et effectivement, l'utilisation de WhatsApp a été un outil où on peut contacter tout le monde. Voilà, j'ai un problème. Et c'est la première personne qui peut répondre et à qui ça convient, la personne qui ne convient pas. Mais voilà, c'est une seule demande qui part, qui n'est pas destinée à quelqu'un en particulier. Et voilà. Et donc, au plus le groupe est important, forcément, au plus c'est facile à avoir des réponses. Et donc, voilà, parce que c'est vraiment la demande systématique et commencer à faire le tour de tout le monde, commencer à téléphoner à tout le monde, la personne ne le fera plus. Elle va être démotivée. Bien sûr. Et donc, effectivement, ce groupe de WhatsApp a été vraiment quelque chose qui a apporté quand même beaucoup de choses et une grande facilité dans la gestion pour Véronique. Parce qu'on ne sait pas deviner non plus bien sûr. L'emploi du temps, tous les changements qu'elle peut avoir. Et donc, voilà, c'est... et puis, on ne peut pas deviner les problématiques aussi. Hein, c'est vrai que... et il y a combien de personnes dans ce groupe WhatsApp ? Aucune idée. Bonne question. Je n'ai jamais été compté. Moi non plus. Donc, c'est Véronique qui gère, donc elle rajoute. Mais comme elle connaît beaucoup de personnes, à mon avis, je crois que toute la Belgique doit être dedans. Au minimum. Au minimum. On peut rajouter Reims maintenant. Non, je dirais une dizaine de personnes. D'accord. Voilà. Et du coup, ça te permet d'avoir un énorme réseau de soutien au quotidien. Alors, je n'aime pas dire au quotidien parce que Benoît souligne vraiment un trait de mon caractère. J'ai un gros souci avec le manque d'autonomie. Et alors, au quotidien, j'ai une aide qui est organisée par un groupement extérieur, ce qu'on appelle en Belgique les aides familiales. Et là, elles viennent au quotidien. Ce sont des aides tarifées, évidemment. Et elles viennent au quotidien. Et puis alors après, le groupe, il est là pour plein d'autres choses. Hein. J'ai besoin de la chimio, me déplacer pour la chimio. Je fais appel à ce groupe et alors ils se relayent. C'est formidable. On passe une journée à l'hôpital et on ne pleure pas à l'hôpital, on rit. Je signale, on rit. Tu es toujours accompagnée dans tes soins de au minimum un ami ? Mais quelle grande chance, mais quel luxe. Mais je suis la reine. Ah non, mais j'aime pas dire ça. C'est incroyable ça quand même. C'est un immense privilège. Ah oui, parce que tu dois t'en rendre compte dans les salles de soins. Les gens sont seuls. Pas tant que ça, hein, tout le fait. Dans la salle d'attente en oncologie, Christelle, ils sont pas très seuls. Non, c'est vrai qu'ils sont souvent, il y a souvent des accompagnants régulièrement accompagnés, mais du conjoint oui. Oui, ça doit dépendre des services, je pense. Moi, je vois souvent les patients seuls. C'est vrai que l'hôpital dans lequel je suis soignée, les oncologues insistent pour que les patients soient accompagnés. Ils insistent sur ce fait-là parce que leur retour, c'est un patient qui est accompagné, c'est une chimio qui fonctionne mieux. Bien sûr. Ouais. Et puis psychologiquement, c'est moins difficile à encaisser quand même. Absolument. Ouais. D'accord, donc vous vous relayez sur... Oui, puis moi ça me fait du bien aussi en réalité. On a toujours des choses à se dire et on rigole, c'est vrai, comme dit Véronique, on rigole. Et voilà, on parle de beaucoup de choses, de petites choses, de grandes choses, de choses sérieuses, moins sérieuses. Voilà, c'est un temps, et ça, voilà, c'est tout un échange et ça fait, voilà. Moi, ça me fait grand bien et ça me fait énormément plaisir de pouvoir lui rendre service et c'est tout à fait naturel, voilà. Mais c'est bien de le dire, ça, aux auditeurs, parce que des fois, on ne sait pas, en tant qu'accompagnant, qu'est-ce qui sera le plus utile à la personne qui est en soins. La positivité, c'est vraiment un élément essentiel, c'est de ne pas voir... Bon, la maladie, je crois que le patient le voit déjà suffisamment. Et donc, voilà, c'est d'amener justement... Bon, c'est pas toujours évident, c'est pas...
Et puis, bon, parfois le patient n'est peut-être pas non plus réceptif à certains moments. Donc, je crois que de toute façon, enfin, comme tout aidant, et je crois que ça, c'est valable pour n'importe qui, on est là pour écouter. Ça, c'est la première chose. Mais voilà, on voit bien les moments où il y a peut-être la possibilité de rire sur certaines choses. Et je crois que c'est ce qu'ils ont le plus besoin, c'est de réapprendre à rire aussi. Parce que, bon, ici, avec Véro, il n'y a pas de souci, on ne doit pas lui apprendre. Donc, mais voilà, c'est d'amener quand même, malgré tout, vraiment de la positivité. C'est vraiment essentiel. Et de l'écoute, oui, c'est ça. S'il y a des moments où on n'a pas toujours envie de parler ou de rire, ou c'est... Voilà, l'écoute et laisser la personne s'exprimer et quelle est cette confiance, je pense aussi, de pouvoir le faire. Et ça, Véronique le sait aussi, je pense. Donc voilà, mais c'est réciproque aussi. Oui, pour le patient, il faut savoir exprimer aussi son besoin, ce qui n'est pas du tout facile. Non, ce n'est pas facile. Et il y a là toujours cette crainte de blesser l'autre parce que ce qu'un patient vit est tellement douloureux. En tout cas, moi, c'est mon cas. J'ai toujours peur de blesser l'autre avec mes témoignages. Mais j'ai peur aussi qu'il ait peur pour moi. J'ai peur qu'il soit triste. Alors, c'est pas facile. Oui, pour préserver l'autre, au final, tu n'exprimes pas certaines choses. Si, j'exprime tout, mais peut-être pas toujours. J'essaye, et je n'y arrive pas toujours. J'essaye de l'exprimer quand l'émotion est moins forte, mais j'y arrive pas toujours. Parce que je suis une émotive déclarée, en fait. Et quelquefois, c'est difficile quand... moi, j'ai le sentiment que quelquefois, quand les mots sortent de moi, j'ai l'impression que ça part comme ça et ça atteint l'autre. Mais j'en sais rien si c'est vrai ou pas. Personnellement, j'ai pas l'impression. Maintenant, c'est peut-être le cas pour d'autres, mais moi, je pense que c'est important que tu puisses, que les personnes puissent s'exprimer et ça ne doit pas être facile pour la personne, justement, comme tu viens de le dire, mais voilà, c'est à faire s'il faut le faire et voilà, maintenant ça dépend de la personne qu'on a en face de soi aussi. Bien sûr. Tu dois, tu le sais sans doute, ou tu dois le savoir que je suis réceptive au positif, au négatif, et voilà, je suis là. Ils sont beaux, hein, tous les deux. C'est vrai, ils sont beaux. Oui, c'est vrai que dans cette société où tout doit aller vite, où on doit courir toujours de plus en plus, même moi, parce que je travaille ici aussi dans une multinationale, mais me retrouver avec Véro, au moins je reprends le temps et reprendre le temps de l'écouter. Ça, c'est très important. Mais c'est un échange. Donc je sais bien que ça lui fait du bien, mais moi, ça me fait du bien d'être avec elle. Voilà, c'est super important. Donc, on est même des petits médicaments pour les autres. On a les pilules roses pour les autres. Voilà, au lieu de voir un petit cancer avec plein de petites saletés autour. Non, on est des petites pilules roses. Et quelle autre aide au quotidien vous apportez à Véronique ? Mais c'est pas forcément au quotidien. Alors, au quotidien, en fait, j'interviens parce que au quotidien, ça veut dire, en tout cas pour moi, Christelle et Benoît sont là au quotidien sans être présents. Donc, je sais qu'ils sont là. Et pour moi, c'est ça, la présence au quotidien. C'est de savoir que même si à un moment donné, il y a une urgence, et je sais que je peux faire appel. Donc, c'est pas forcément qu'ils sont là et qu'ils posent un acte précis, c'est qu'ils sont là. Ça, c'est au quotidien. Et c'est pas du lundi au vendredi, c'est du lundi au dimanche à minuit, et du lundi à minuit 1 jusqu'au dimanche à... Je ne sais pas si vous le sentez comme ça, mais... Tout à fait. D'ailleurs, il y a parfois des semaines ou quelques jours où on ne se voit pas, on ne se sonne pas. Donc ce n'est pas
non plus téléphoner tous les jours pour demander si ça va, parce que je crois que je suis pas certain que tu apprécierais un coup de téléphone journalier à ce niveau-là. C'est justement de faire savoir, comme elle l'a dit, qu'on est là si c'est nécessaire. Maintenant, je veux dire, après quelques jours, s'il n'y a pas de nouvelles ou quoi, évidemment. Et je crois que là, c'est aussi important de mettre peut-être en place d'autres choses qui font qu'on sait très bien qu'on se reverra peut-être toutes les semaines dans le cadre d'une autre activité qui n'a strictement rien à voir par rapport à la maladie. Donc, et te dire, tiens, voilà, je ne viens pas pour la maladie, je viens parce que ici, voilà, on a créé une association pour venir en aide aux personnes en situation d'isolement. Donc on est fondateur, Véro, un acolyte et moi-même. Et cette société qu'on a créée il y a 3 ans nous permet de se voir très régulièrement au sujet de la société. Qu'est-ce qu'on fait pour ceci, qu'est-ce qu'on fait pour ça. Et voilà. Et donc ça permet de parler d'autres choses. Et Véro, en même temps, si jamais elle a besoin, voilà, on est là aussi. Et elle peut... Mais c'est pas qu'on lui sonne pour dire, est-ce que tu as besoin de quoi ? Non, il faut développer quelque chose d'autre parallèle qui ne doit pas être journalier, parce que personne ne tiendra le rythme à ce niveau-là, aussi bien le patient que la personne qui vient aider. Donc il ne faut pas non plus surcharger. C'est pour ça qu'il faut essayer de mettre ça plutôt en place avec différentes personnes. Et à ce moment-là, c'est très, très vivable. Et à la limite de se retrouver tous ensemble à un certain moment, ça fera du bien pour la personne, ça fera du bien pour le contact au niveau du groupe. Et là, voilà, et toujours, comme je le disais tantôt, positiver, essayer de faire ça dans la bonne humeur, faire les choses qu'on a envie de faire, qu'on aime bien faire. Et ça passera beaucoup plus facilement pour tout le monde. Oui, donc toi, Benoît, tu conseilles peut-être, à travers une association ou même à travers une activité ou quelque chose qu'on aime faire ensemble, mais juste avoir une routine hebdomadaire en dehors du parcours de soins, juste pour voir la personne en soins. Exactement. Ouais. Enfin, ici, l'aidant, habituellement, j'ose espérer, apprécie au minimum la personne. Donc, ça a l'air d'être un prérequis, parce que sinon ça ne peut pas aller. Et donc, voilà, de se dire, je vais la voir, le minimum, c'est 1 fois par semaine dans le cadre, ne fût-ce que, je sais pas, moi, jouer aux cartes, donc il ne s'agit pas de créer des sociétés à droite et à gauche, ça peut être des choses complètement simples, c'est de dire, tiens, on prévoit tel jour, habituellement, on se fera bien une part de cartes. Si ça ne va pas ce jour-là, on le déplacera ou quoi. Mais on garde le contact sur un autre sujet qui est la maladie en elle-même. Et mais c'est hyper intéressant ce que vous dites. Et c'est vrai que moi, souvent, à la pharmacie, je vois des aidants qui sont seuls. Et ça, je voulais qu'on en parle parce que justement, le fait d'avoir un groupe relativement étoffé avec des relais, c'est un très très bel avantage. Mais souvent, la réalité, c'est un seul aidant pour un malade. Et c'est vrai que c'est un poids qui est très, très dur à porter. Et ça crée souvent des situations d'épuisement. Alors vous, Christelle et Benoît, quel est votre regard vis-à-vis de ça et de l'aidant ? Enfin, ici, en tout cas dans ce cas présent, c'est comme on disait tantôt, alors en boutade qu'elle connaissait toute la Belgique, mais ce qu'il y a effectivement, comme Véro est très communicative, forcément ça aide aussi une personne qui sera complètement renfermée et qui refuse le contact. Les aidants malheureusement ne vont pas arriver comme ça spontanément en tombant du ciel, ça ne se passe pas malheureusement de cette façon-là, donc il faut quand même un premier pas et il faut quand même que la personne essaye un maximum de contacter et au premier aidant d'essayer d'expliquer, voilà, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose, et à la limite c'est un objectif en soi pour les 2 premières personnes d'essayer de constituer peut-être un groupe. Bon, non, c'est peut-être pas d'aller chercher n'importe qui, c'est de voir un peu dans l'entourage, c'est de voir comment on pourrait faire, ne fût-ce qu'évoquer les choses. Il ne faut pas le faire dans l'heure qui suit, c'est d'évoquer, est-ce que voilà, c'est un échange au départ, c'est un échange, d'en parler avec le patient et après avancer. Mais de faire comprendre aussi au patient, si le
patient ne veut voir qu'une seule personne, dire que ça ne tiendra pas longtemps comme ça. Et puis, bon, il peut toujours y avoir aussi... je veux dire, moi je reviens toujours avec ça, et notamment au boulot, où il n'y a plus de backup ou quoi. Je dis, moi si je me fais renverser demain, le programme, vous ne savez plus l'utiliser. Bon, au boulot, ils prennent le risque. Ici, dans cette situation ici, il n'y a pas, il n'y a pas de risque. C'est juste, on en parle et on voit. Et si ça ne va pas, ça ne va pas. Mais en parler. Mais surtout, ne pas rester dans ce cadre-là d'une seule personne, parce que s'il est dans un accident, le patient se retrouve là tout seul. Et ça, il doit être... Alors, je veux bien imaginer que le patient a en tête et a devant ses yeux sa maladie et qui peut être aveuglé avec ça, mais il doit bien s'imaginer que l'aidant peut tomber malade, peut aussi. Et donc, c'est quand même pas l'objectif d'entraîner vers le bas, c'est justement d'entraîner vers le haut et donc d'agrandir le groupe pour pouvoir continuer. Et c'est là qu'intervient effectivement le discernement. Et c'est peut-être ce qui demande au départ le plus d'énergie quand on crée ce groupe, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Ça se fait, je disais tout à l'heure que ça s'est fait naturellement, mais malgré tout, il y a une gestion de ce groupe, et tu le relevais tout à l'heure, Benoît. Je gère effectivement le groupe. Et là, dans le choix de ce groupe, des personnes de ce groupe WhatsApp, il y a eu de ma part un appel au discernement. Qui peut faire quoi ? Parce que je ne vais pas... il est arrivé des moments où on devait faire ma toilette, parce que j'étais plus capable de faire ma toilette, mais je ne vais pas aller demander à Benoît de faire ma toilette. Et donc, qui, dans mon entourage, n'aura pas de gêne, et avec qui n'aurais-je pas de gêne qu'on fasse un jour ma toilette ? Qui, un détail, j'avais besoin de terreau. Qui, dans mon entourage, peut aller acheter du terreau ? Là, je fais appel à notre association, à la conciergerie, qui pourrait aller chercher mes médicaments. Je sais que Christelle est vraiment... Moi, je lui fais entière confiance. Christelle est pharmacienne et je sais qu'elle va faire attention, oui. Mais voilà, mais c'est important. Et c'est pas... j'utilise pas les personnes. Non, c'est juste, on relève chaque qualité de chacun, chaque compétence de chacun, vraiment c'est le discernement. Et se dire, voilà, évidemment, mais évidemment, Christelle, je peux lui faire confiance, elle peut aller à la pharmacie et je sais qu'elle va revenir avec les bonnes choses, je ne vais pas m'inquiéter. Ça, c'est super important. Et ça paraît anodin dans une vie normale. Mais quand on est atteint de quoi que ce soit comme déficience, parce qu'ici, un cancer, ça devient une déficience à un moment donné, mais voilà, c'est ce discernement. Et toi qui as beaucoup de mal peut-être à demander de l'aide auprès des amis, je pense qu'il y a aussi beaucoup de patients qui ont cette retenue, oui. Et c'est normal, on veut pas déranger, on a beaucoup de résistance aussi, et puis bon, c'est aussi avouer qu'on est un peu plus... faible, vulnérable. N'ayons voilà. Pas peur du mot, vulnérable. Et quel conseil tu donnes Quel conseil tu donnerais à dépasser ces patients-là ? Ses peurs. Dépasser ses peurs. Dépasser ses peurs, dépasser ses gênes. Alors, repenser peut-être, moi ce qui m'aide, ça va être étrange, mais je le dis quand même. Moi ce qui m'aide, c'est de repenser aux animaux. Comment fonctionnent les animaux qui n'ont pas la parole ? Comment fonctionnent-ils ? Mais par groupe et par organisation. Et il n'y a pas de gêne. Les fourmis, mais même un chien, un chat qui met bas. Comment fonctionnent-ils ? Mais c'est tout. Et reprendre un peu exemple à ce qui est plus naturel et plus essentiel et plus simple. On vit dans une société où tout a été hyper codifié au fur et à mesure du temps. Et bien zut, quoi, à la fin. C'est pas facile d'être un élément comme comment vais-je dire, comme une sorte de satellite là, qui tourne à l'extérieur d'une spirale. C'est pas grave. On va recréer sa petite spirale à soi et sa propre, je sais pas moi, comment on dit ça, constellation. C'est vraiment, allez, pas peur, quoi, même pas peur. Oui, je voudrais peut-être rajouter, donc, quand le patient, justement,
a peut-être des difficultés à demander, qui va arriver à surmonter à un certain moment. Soit il va prendre son courage à deux mains et demander oralement à une personne de faire quelque chose. Si cette personne-là, malheureusement, pour toutes les bonnes raisons du monde, n'est pas disponible pour pouvoir le faire, c'est une porte qui se ferme. Et elle a pris tout son courage et son courage se retrouve à l'égout. Par contre, le fait d'utiliser un moyen comme le WhatsApp qui a un multicanaux, elle fait une fois la demande, ça lui demandera peut-être autant de courage, mais il y aura peut-être 10, 15, 20 personnes. Et donc là, on augmente la possibilité d'avoir une réponse positive, et le courage qu'elle aura pris, elle aura eu une réponse positive. Si elle fait la demande à une personne, c'est une chance sur deux. Et donc voilà, c'est ça l'avantage, c'est que il faut quand même toujours du courage pour demander, mais le fait de demander à plusieurs personnes en une seule demande, on augmente fortement ses chances de réussir. Oui, bien sûr. Et puis on diminue aussi sa charge, charge mentale, charge de travail. Passer 15 coups de fil quand on est fatigué par les traitements, c'est impossible. Je pense que la personne ne le fait pas. Bien sûr que non. Elle fera le premier, porte fermée, deuxième, porte fermée, et je pense qu'à la troisième, elle ne le fera pas. Oui. Mais en tout cas, c'est une très très bonne idée, ce groupe WhatsApp, et c'est bien de voir en pratique comment ça a pu être mis en œuvre pour toi, Véronique. Et j'aimerais aussi ajouter, ce groupe WhatsApp, il y a aussi le fait que de parler à différentes personnes, ce sont chaque fois des personnes qui ont des vécus différents et qui ont aussi des adresses différentes. Et donc, dans les soignants, j'ai pu aussi comme ça avoir des adresses de soignants en dehors de la chimio, parce qu'il n'y a pas que la chimio dans la vie d'une personne qui a un cancer, mais c'est d'avoir des adresses. Ah tiens, il y a telle personne qui fait de l'hypnose. Ah, il y a l'autre personne qui fait tel massage. Ah, il y a telle personne qui est psy machin brol. Enfin voilà. Et ça a ce grand avantage aussi qu'on n'est pas tout le temps en train de ruminer dans sa tête. Mais c'est un peu comme ça aussi que je suis ici à Reims et que je fais ta connaissance à Abigail. Hein aussi, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est grâce à mon réseau. Je voulais qu'on parle d'un épisode, justement, quand on s'est eu au téléphone, tu m'en as parlé, et c'est vrai que je trouvais ça particulièrement intéressant d'en parler, même si c'est pas facile. Tu m'avais raconté que suite à tes soins, tu ne pouvais plus marcher, tu ne pouvais plus te tenir debout, et que tu étais en fauteuil roulant à une période, à un moment donné. Est-ce que tu peux nous décrire ce moment et comment tu l'as vécu, parce que je sais que ça a été très difficile pour toi. Et du coup, c'est des sujets, et je trouve que c'est intéressant d'en parler pour les autres patients. La chaise roulante, elle est arrivée avec une intoxication à une des chimios par voie orale. Et en fait, moi j'étais convaincue que cette perte de mobilité, la perte de force dans les jambes, je faisais à l'époque un malaise vagal par jour. J'étais convaincue que c'était tout à fait normal de faire un malaise vagal par jour. J'étais convaincue que de ne plus savoir se tenir debout pour se laver, c'était normal. Et donc on avait à l'époque aussi mis en place différentes choses. Et l'aide familiale qui était présente m'avait dit, mais voilà, il faut absolument que tu aies une chaise roulante pour pouvoir continuer à sortir de chez toi. Et même quand on faisait un repas dans la famille ou chez Christelle et Benoît, je prenais ma chaise roulante parce que sortir de la voiture et aller jusqu'à la porte de la maison n'était plus réalisable du tout. Me déplacer dans l'appartement, c'était quelque chose d'un... Oui, je me déplaçais je déplaçais... Avant la chaise roulante, je plaçais 2 chaises, et alors je m'asseyais je passais de mon fauteuil à la chaise, puis je déplaçais une autre chaise, enfin bref, c'était un système D absolument épouvantable. Il est arrivé un moment où je me suis retrouvée au sol, à ramper. J'étais incapable de me lever, à ramper jusqu'aux toilettes, et puis à ramper jusqu'à mon GSM pour appeler au secours. Ça a été
ça a été un passage très violent, et moi croyant que c'était tout à fait normal, que c'était un passage obligé dans le traitement, donc je n'en parlais pas forcément à mon oncologue qui, jusqu'au jour, elle m'a vu arriver en chaise roulante dans son cabinet, elle me dit « mais oh là, que se passe-t-il ?» et je lui raconte, et puis j'entre dans des détails parce que c'est important de faire attention à ça quand on est en traitement. Elle me dit « mais que se passe-t-il ?» Je dis « mais je tiens plus sur mes jambes, puis j'ai tellement mal aux pieds, mes pieds sont dans un tel état, ils ont doublé de volume, ma plante des pieds est bizarre. » Et puis elle regarde, et effectivement ma plante des pieds était violette, rouge, noire, mes pieds étaient gonflés, n'avaient plus de forme, et là elle me dit « mais c'est une intoxication, on arrête tout de suite. » Donc j'incite vraiment les patients à parler à l'oncologue, à dire « tiens, je vis ça, tiens, j'ai les yeux secs, tiens, j'ai des picotements, ceci ». Ils sont là, les oncologues, pour entendre et pour répondre, et qu'on ne se dise pas « c'est normal, je vais terminer en chaise roulante ». Non. Puis il y a eu ce passage-là en chaise roulante. Je me permets, quels que soient l'effet secondaire, il n'y a rien de normal. Et en fait, il faut toujours en parler à l'équipe soignante parce que soit il y a des solutions à mettre en œuvre, soit il y a des changements à mettre en œuvre. Enfin, dans tous les cas, il y a toujours des solutions. Et ne jamais rester avec ses effets secondaires dans son coin, ne pas en parler. Ça, c'est vrai que c'est... Et on a malheureusement, peur, bien sûr. On a peur de le faire. Et donc, pour continuer à répondre à la question, la chaise roulante, une fois qu'on a eu arrêté ce traitement spécifique, les effets ont un peu diminué, mais sont restés quand même des grandes fragilités au niveau musculaire. Donc, j'ai toujours cette chaise roulante à la maison, et de temps en temps, je la sors. Et puis, je marche aussi avec... je l'appelle Jeanne, une petite canne. Et là, j'ai toujours Jeanne avec moi, mais voilà. Et puis là, pour le moment, là, ce week-end, j'ai pas encore sorti Jeanne. J'ai pas encore déplié Jeanne. On l'a rencontrée dans la cathédrale, mais c'est une autre Jeanne. Oui, c'est une autre Jeanne. Une autre battante. Mon deuxième prénom, c'est Jeanne. Mais donc, pour revenir à la question chaise roulante, mais elle est toujours là, clairement, elle est là. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer. J'étais aussi festivalière. Mais j'aimerais cet été participer à un festival, mais ce sera la condition sine qua non, ce sera la chaise. Donc, elle est sauveuse, hein. Oui, si elle te permet de faire un événement qui te tient à cœur. Ah oui. Donc, c'est pas comique, hein. La première fois, c'est pas drôle du tout, hein. Voilà. La première fois, justement, est-ce que tu veux bien nous raconter, tu me disais que tu ressentais beaucoup d'agressivité, que tu avais eu énormément de mal à l'accepter et à l'assumer aux yeux des autres. Oui. C'était lors d'une festivité locale, un événement folklorique qui réunit énormément de monde dans notre ville, des milliers de personnes, oui. On peut même atteindre lors de dimanches formidables 20 000, 30 000, 50 000 personnes. Donc c'est vraiment un très très gros événement sur un week-end. Et j'ai toujours participé à ces événements de manière très dynamique. On y danse, il y a de la musique, on danse, etc. Et puis cette année-ci, première année depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années, j'ai participé à cet événement en chaise roulante. C'est mon fils qui poussait la chaise roulante. Et je me suis sentie tellement diminuée, vexée, humiliée. Je me sentais comme humiliée, inférieure, comme si j'étais inférieure, comme si tout le monde allait me regarder avec... peut-être même quelquefois, je me disais peut-être qu'ils vont me regarder avec dédain ou avec compassion. Et lorsqu'on a sorti la chaise roulante de la voiture et que je me suis assise, que mon fils a commencé à pousser, j'ai eu une crise de violence vis-à-vis de moi, mais verbale, hein, je ne me suis pas frappée quand même. Verbale, j'avais vraiment des mots envers moi. Mon fils m'a dit « Mais maman, tu es tellement violente avec toi. Tu es tellement violente avec toi.
Il dit, c'est pas grave, tu vas voir, ça va aller. Ça va aller. Je dis, oui, mais quand même. Mais maman, il dit, on est là. On est là. Puis il y a eu d'autres mots qui sont plus entre lui et moi. Voilà, ça le regarde lui et moi. Et ce Julien, il est formidable. Et puis on est arrivé à un lieu de rencontre et la bienveillance aussi. Hein, la bienveillance, j'étais quand même assez surprise de la bienveillance. Il y a un des Gilles qui était là présent, je ne sais plus son prénom, c'est pas grave, et qui me voit en chaise roulante, il me dit, et alors? Et moi en boutade, je dis, ah bah rien. Il me dit, ouais, mais allez, et alors, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, ah, rien. Et il s'est arrêté, comment c'est encore son nom? On en reviendra après. Je ne sais plus. Il me dit, mais allez, Véronique, il dit, t'es en chaise roulante, qu'est-ce qui t'arrive? Et je l'exprime tel que ça s'est passé. Je lui dis, radiothérapie, chimiothérapie. Et il avait une chope de bière en main, et il a serré cette chope, et il a dit, nom de Dieu! Voilà. Et je me suis dit, ok, c'est bienveillant, ça va. On peut continuer, quoi. Et puis, tu n'avais peut-être pas envie d'en parler. Non, plus, ça, c'est pas grave. Oui, ça, c'est pas grave, ça, c'est acquis. Ça, c'est acquis. J'ai aucune gêne de parler de la chimio, j'ai aucune gêne de parler du cancer. Ça, c'est acquis. Que du contraire, si je peux aider quelqu'un avec mon parcours et avec mes expériences, vraiment, alors oui. Mais c'est juste, je me sentais, moi, humiliée, c'est idiot de dire ça, hein, mais honteuse d'être en chaise roulante. Il n'y a pas de honte, mais il n'y a aucune honte. Peur du regard de l'autre. Oui, c'est terrible. Comment l'autre va réagir, alors que tu connaissais quand même énormément de personnes, mais c'est une situation différente, et je vais être différente que les autres, alors qu'habituellement on se noie dans la masse, et c'est une fête populaire. Ici, c'est dans une masse, mais la personne est en situation complètement différente. Et j'aimerais rajouter, donc ça c'était une première partie de cet événement populaire et folklorique qui se passe en plusieurs week-ends. Le week-end suivant, lors de la toute grande fête, me revoilà en chaise roulante, et là, pas de souci, ok, ça marche. Et alors j'étais très heureuse parce qu'en fait, mon regard était évidemment à une hauteur différente. Hein, quand on est assis, on est à une hauteur différente. Et cette année-ci, j'ai vécu notre carnaval au niveau des enfants. Alors c'était drôle comme tout, parce que certains enfants me regardaient un peu bizarrement, parce qu'on n'explique pas toujours aux enfants, parce qu'on n'est pas confronté à la situation, ce que c'est qu'une chaise roulante. Et puis, un petit regard, un petit sourire. Et j'ai eu en fait un carnaval d'enfants, avec les regards d'enfants. Donc je suis rentrée chez moi en me disant, je me suis amusée comme une fille, comme une gamine, quoi. Très chouette, très très chouette. Et Christelle, justement, en début d'interview, tu nous racontais que, au final, après coup, toi, tu avais eu justement des retours de personnes extérieures qui connaissaient Véronique et qui, au final, avaient eu un regard extrêmement bienveillant. Oui, tout à fait. Oui. Sur, parce que tout le monde connaît Véronique. C'est vrai, j'avais oublié. Et effectivement, c'est tout à fait ça. Plusieurs personnes sont venues me voir, même après, en demandant ce qui se passait, ce que Véronique avait, mais pas par curiosité. Enfin, c'était pas de la curiosité, c'était vraiment, on sentait qu'il y avait de l'empathie derrière, que c'était sincère dans la demande. Et voilà, et donc je l'expliquais, d'ailleurs je l'avais dit à Véronique, j'ai dit après à Véronique, voilà, j'ai dit la vérité de toute façon, voilà, et elle m'a dit tu as bien fait, il n'y a pas de souci avec ça, et comme ça moi je ne dois pas non plus à chaque fois le répéter. Et donc oui, vraiment ces personnes étaient bienveillantes, voilà, c'était de demander vraiment avec grande sincérité des nouvelles, voilà. Et parce qu'on sentait que derrière il y avait comment dire une certaine tendresse, une certaine
Oui, toujours ce mot, bienveillance. Voilà. Oui, Benoît. Oui, et je pense autant Véronique, ou le patient à ce moment-là a tant peur du regard des autres, autant de l'autre côté, l'autre ne sait pas trop comment aussi, comment s'adresser dans ce cas-là où on voit qu'il y a un changement, que dire, quelle parole sortir sans être trop bête ou quoi. Et donc la problématique se trouve en réalité dans les deux camps, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est ça qui rend très difficile, parce qu'on peut très vite mal interpréter. La personne, elle n'est pas venue me dire bonjour. Mais elle n'est pas venue dire bonjour parce qu'elle ne savait pas peut-être trop quoi dire, et elle était embêtée. Ça ne veut pas dire que la personne... Donc on arrive parfois dans des situations très complexes, on ne réagit pas comme dans son habitude, parce que ce n'est pas une habitude, c'est une situation qui est complètement différente. Et de ce fait-là, on interprète, et souvent, dans ces cas-là, quand on interprète, c'est souvent du côté négatif, plutôt négatif que positif, quoi. Oui, mais c'est très intéressant, et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir votre témoignage aussi, et que vous soyez autour de la table. Mais oui, il peut y avoir des maladresses de la part de l'entourage, et puis des non-dits, parce que des fois, on sait pas, on veut pas faire de mal, en fait. Oui. Et j'insiste sur le fait de parler. Allez, parler, dire, raconter. Oui, j'ai un cancer. Ben oui. Ça s'attrape pas, c'est pas contagieux. C'est vrai, c'est pas contagieux du tout. Ça existe, oui, voilà, il se passe ça. On change et puis on réfléchit différemment. Donc parler. Je pense que d'exprimer ce que l'on vit, ce que l'on pense, ça permet peut-être à l'extérieur aussi de mieux aborder. Voilà. Peut-être alors que la personne extérieure peut se dire « Oula, ça c'est ma limite, et donc je vais peut-être plus la côtoyer de la même manière. » Et c'est pas grave en soi. De toute façon, dans la vie, quoi qu'il arrive, de joyeux ou moins joyeux, le paysage change. Donc... C'est une jolie métaphore. Alors Véronique, je voulais te poser la question, pendant ton long parcours de soins, qu'est-ce qui t'a le plus aidé ? Les autres. Les autres. Oui. Que ce soit les soignants, le personnel soignant, que ce soit mon fils, mes sœurs, que ce soit mes voisins, mes voisines, mes amis, mes copains, mes copines, la personne avec qui je vais marcher en rue qui ne me connaît pas et qui, pour une raison ou une autre, m'adresse la parole, pour un chien qui vient près de moi se faire caresser, pour un chat qui tout à coup arrive et ronronne sur le bord de mes mollets. Moi, ce qui m'aide dans la nature, regarder le ciel, regarder un avion passe, tiens, qui est dans l'avion. En fait, ce qui m'aide, évidemment, c'est moi, parce que si je regarde l'extérieur, c'est moi qui regarde. Voilà, et c'est moi qui fais attention. C'est justement ce que j'allais dire. Pour moi, je n'aurais pas répondu exactement la même chose. J'aurais dit la chose la plus importante, c'est Véro, c'est toi qui t'aide, et toutes les personnes que tu as citées, c'est toi qui es allé les chercher. Donc, le point de départ, c'est toi. Donc, ça, c'est très important. Oui, mais ça... c'est une autre histoire. Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir dès le début et que tu as appris en cours de chemin ? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir dès le début ? Eh bien, rien du tout. Rien du tout. Parce que de toute façon, quoi qu'on m'ait dit au début, ou quoi qu'on dise au début, change en fonction du regard de la personne malade, de toute façon. Donc, oui, de toute façon, au niveau des effets secondaires, mes médecins ont toujours été très clairs, parce que j'ai demandé qu'ils soient clairs. Certains effets secondaires, non, je les ai tous eus en fait, en réalité, quasiment à chaque fois. Mais non,
Rien. Parce que si on m'avait dit, tu vas voir, tes amitiés vont changer, tu vas voir, un tel va réagir comme ça, une telle va réagir comme ça, je me serais enfouie et voilà. Donc non, rien. Rien. Et quel conseil tu donnerais à des patients qui débutent un parcours de soins ? Alors, le simple mot être patient. On nous nomme patients parce que nous allons avoir besoin de beaucoup de patience. Et ça, tout au long de la vie et jusqu'au bout. Patience. Patience. Et, désolé, mais confiance. Je sais que c'est bateau, c'est un mot complètement bateau, mais patience et confiance. 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 Alors, je vais encore être un peu bizarre. Ouais, je vais être un peu bizarre. Confiance. En fait, je pratique aussi la sophrologie. J'ai étudié pendant 3 ans la sophrologie caïcédienne. J'ai mon petit diplôme. Mais je pratique en tant que sophronisante. Donc je participe à des groupes de sophrologie. Et quand on dit confiance, ça peut être confiance aussi dans les nouvelles les moins bonnes. Donc, on m'a annoncé qu'il y avait un 2e cancer. C'est pas fort cool quand même, c'est pas sympa. On m'a annoncé que le premier cancer s'était agrandi. C'est pas sympa du tout non plus. Mais se faire confiance en soi et se dire, mais voilà, j'ai appris cette nouvelle, elle est vraiment moche comme tout, mais j'ai confiance en moi. Et si c'est dans 1 heure, c'est dans 1 heure. Si c'est dans un jour, c'est dans un jour. Si c'est dans 1 semaine, c'est dans 1 semaine. Je sais que je vais aborder ce parcours. Je vais l'aborder. Je ne sais pas comment, mais je vais le faire. Confiance, même si on me dit, voilà, il y a ce traitement, on n'est pas encore certain qu'il a fait ses preuves, je vais faire confiance. Allez, il faut y aller. Je vais chez la kiné, parce qu'il y a vraiment des gros problèmes de mobilité. Je lui fais confiance. J'arrive chez elle et je sais que de toute façon, ce qu'elle va traiter ce jour-là, c'est peut-être pas ce qui est inscrit sur la prescription, mais elle va me faire du bien. Confiance. Je fais de l'hypnose. Je me fais accompagner en hypnose, onco-hypnose. Quand j'ai démarré, je dis, je m'en fous, c'est pas grave, je fais confiance, il va en sortir quelque chose de bien. Donc, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, là, nous sommes ici. Ce matin, il faisait quand même un peu... Limite. Limite. Mais c'est pas grave, on y va, quoi. Confiance. C'est étrange, mais voilà. Et en quoi, pour toi, cette épreuve, cette très longue épreuve, a été transformatrice de vie ? En tout. J'imagine. En tout. Alors, Benoît et Christelle en ont parlé. Le regard, mon regard vis-à-vis de moi, mon regard vis-à-vis des autres. Je suis encore toujours exigeante vis-à-vis de moi. Cependant, il y a un super bouquin qui s'appelle « L'éloge de la lenteur ». Génial. Là, vraiment oui, la lenteur. J'étais une forme d'hyperactive et il fallait que tout soit vite fait en avant et encore un peu plus et encore un peu plus. Bon, il reste encore 3 minutes, on pourrait encore ajouter quelque chose et le faire en 1 minute 50 alors que ça prend 10 minutes, c'est pas grave, on y va quoi. Et là, forcément, je sais plus faire du tout. Voilà. Bon, c'est pas aspiré aujourd'hui. Oui, la lenteur. Je marche lentement. Nous avons visité la cathédrale et j'ai dit à Christelle et Benoît, j'ai dit, vous allez, Je dis, moi, je vais m'asseoir. Voilà. Donc, je ne suis plus la petite dame qui marche, mais je suis la petite dame qui s'assoit. C'est
pas mal non plus. Hein. Et pour finir l'épisode du podcast, j'aime bien terminer sur l'utilité du témoignage patient. Parce que si on est tous aujourd'hui autour de la table, c'est que c'est important pour nous de partager les témoignages patients. Alors toi, c'est quoi ta vision sur l'utilité du témoignage patient sur les parcours de soins onco? Si, dans ce que nous avons pu raconter tous les 3, tous les 4, une personne se dit « je ne me sens plus coupable », si une personne se dit « je vais en parler », et que ce soit en dehors de mes frontières, de nos frontières, eh bien, c'est gagné. Voilà. Pardon. On sort de toute façon tous gagnants. Pour moi, c'est ma conclusion. Est-ce que vous voyez quelque chose qu'on n'aurait pas abordé? Et un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin sur, en tant qu'aidant. Donc, encore une fois, c'est vrai que le patient, quand il apprend ces nouvelles-là, c'est quand même quelque chose qu'il va avoir devant lui et qui est lourd à porter, qui est lourd à voir et qui va avoir devant ses yeux, qui va aveugler tout ce qu'il peut avoir d'autre sur le côté. Et je crois que le rôle de l'aidant, c'est aussi justement de pouvoir... Parce que tout, même s'il y a une grosse chose qui est mauvaise, tout n'est pas tout le temps mauvais. Il y a toujours des petits moments de bonheur, des petits moments de joie. Il y a toujours un rayon de soleil à droite, à gauche. Bon, ok, le soleil n'est plus là complètement, mais voilà. Alors, je crois que quand on est aveuglé par une nouvelle pareille, il faut essayer de regarder un peu à droite, à gauche. Il faut vouloir essayer de chercher ce petit rayon de soleil. Et l'aidant est là pour dire, le soleil, il est là. Et regarde ça, l'oiseau qui chante sur là. Ça peut être des choses insignifiantes, mais ça va aider, pour moi, le patient à ce qu'il ne soit pas complètement aveuglé et ne regarde que sa maladie. Donc il faut regarder autre chose pour essayer d'avancer. Merci. Je dirais, et je l'ai dit déjà tout à l'heure, l'écoute, mais qu'elle soit passive ou active. Je me rappelle avoir accompagné Véronique lors d'une séance, un rendez-vous chez l'oncologue et qui lui annonçait une mauvaise nouvelle. Et sur le chemin du retour, c'était la colère, et je me sentais impuissante et en même temps, j'étais là pour l'écouter, ce qu'elle voulait dire, ce qu'elle voulait pas dire. Voilà. J'étais là et effectivement, c'est pas facile. Ce rôle-là n'est pas facile non plus et je peux comprendre les personnes qui ont du mal effectivement à aller vers des patients qui vivent des choses difficiles parce que peur de blesser. Mais si on est simplement à l'écoute, voilà, c'est vraiment, je pense, ce mot de conclusion. Et voilà, on ne doit pas spécialement nous dire quelque chose, mais voilà. Rien que le fait d'être là, voilà, déjà, c'est énorme. Mm-hmm. Tout à fait. Sans forcément savoir quoi dire, mais juste être là. Oui. Mm. C'est pour ça que le petit mot merci n'est pas suffisant, il n'est pas assez grand. Du mot merci, on peut retenir le point ou le cercle au-dessus du i. Moi, j'écrirais plutôt, je dessinerais un cercle au-dessus du i qui englobe tout le monde. Ouais. Bien, en tout cas, merci infiniment. Merci pour toi, Véronique, parce que c'est vraiment pas facile de revenir sur tout ça. Et puis voilà, c'est vrai que c'est souvent très chargé en émotions, mais je pense que ça va aider beaucoup de patients. Et c'est vrai que on a parlé aujourd'hui de choses vraiment pas faciles. Et ben c'est aussi ça le but du podcast, c'est d'aborder des choses pas faciles, des parcours de soins qui sont clairement pas drôles du tout. Mais voilà, c'est important de le dire. Donc merci pour
ton authenticité, ton partage sur ton parcours de soins et puis tout ton courage aussi, et puis d'être venu me rencontrer. Mille merci pour ça, c'était vraiment formidable. Et puis merci à vous Christelle et Benoît, parce que c'est vrai que la place de l'aidant, de l'accompagnant est très très importante dans les parcours de soins, et c'est vrai que des fois on ne sait pas comment faire. Et rien que d'entendre des témoignages, comment vous avez accompagné Véronique à certains moments, je suis sûre que ça peut être très inspirant pour ceux qui nous écoutent. Alors mille merci. Nous espérons. Mille merci pour tout ça, pour votre partage, pour votre temps. Avec grand plaisir. Merci Benoît. À toi. Merci Christelle. Merci beaucoup Véronique. Merci beaucoup Abigail. Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre 2 passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables, et notez toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge, et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode, ainsi que sur la page Instagram. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancéro. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un commentaire. Ça permet de rendre le podcast Cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe, à cans.hero, canc.heros. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à très vite.